Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La séance d'aujourd'hui est une séance qui se veut une illustration des deux cours précédents. Donc c'est une séance de TD dans laquelle j'ai essayé de sélectionner 3 ou 4 exercices qui englobent un petit peu les questions classiques qu'on peut se poser lors de ces 2 séances. Le premier exercice, soit un modèle mathématique, une équation différentielle d'ordre 3, donc elle régit un système d'ordre 3, avec une excitation I de t, montrée, pour t positif, et on demande d'abord, première question classique, la fonction de transfert, deuxième question, la stabilité, la représentation variable d'état, et on déduit la fonction de transfert non pas à partir d'une transformée de Laplace classique, mais beaucoup plus à partir de cette représentation de variable d'état. La cinquième question, c'est d'étudier les deux notions, les nouvelles notions qu'on a vues lors des 2 premières séances, c'est la contrôlabilité et l'observabilité. Alors la première question, celle de trouver notre fonction de transfert. Donc je prends mon équation différentielle et je prends la transformée de Laplace. En mettant y de p en facteur, j'aurai cette expression. Je divise par définition de ma fonction de transfert avec les conditions initiales nulles. Donc j'aurai 2 sur P3, 6P carré, 7P plus 12, qui n'est autre que mon polynôme caractéristique, sur lequel ça va baser la stabilité. Donc pour étudier cette stabilité, je n'ai qu'à formuler mon tableau de Routh. D'abord, la condition nécessaire que tous mes coefficients sont existants et strictement positifs. Après un allongement de ces coefficients, 1, 6, 7, voilà, de 12, 0. Donc je fais mon calcul, 6 fois 7, 42, moins 12, 1 fois 12, 12, ça fait 30, divisé par le pivot 6, ça me donne 5. 6 fois 0, 0, 1 fois 0, 0, voilà le 0. Après, 5 fois 12, ça fait 60, moins 6 fois 0, donc il reste 60, divisé par 5, ça fait 12. Donc, tous les pivots sont positifs, donc je peux en déduire que mon système est stable. Tous les pivots sont strictement positifs, donc mon système est stable. J'ai répondu donc à ma deuxième question. Je vais passer à ma troisième question, qui est celle de prendre ce système, modélisé par l'équation différentielle, et de trouver ma représentation en variable d'état. Pour cela, on choisit classiquement la forme, ce qu'on appelle contrôlable. Je prends y égale à x1, y dérivée première x2, y dérivée deuxième égale à x3, et la dernière dérivée, puisque j'ai la dérivée troisième, je vais noter dérivée x point que je vais tirer de mon équation. Donc j'aurai y3 d'après mon équation est égal à moins 12, je rends tous les termes à droite, moins 7y point, moins 6y2 point, plus 2u. Donc je remplace par mes hypothèses. Donc j'aurai x point 3, voilà mon expression par rapport aux variables, puisque donner une représentation en variable d'état revient à trouver les dérivées de mes coordonnées. Voilà ma dérivée première. Voilà ma dérivée première de la première coordonnée, elle est égale à x2. La dérivée de ma deuxième coordonnée, elle est égale à x3. Et la dernière, la dérivée de ma troisième coordonnée, est égale à cette expression. Ça veut dire que chaque dérivée, la première, celle-ci, sont en fonction de mes coordonnées x1, x2 et x3 et de mon excitation d'entrée. À ce choix et à ce calcul que j'ai résumé à ce niveau-là, j'ai repris. Donc j'aurai ma représentation recherchée de ma fonction et de mon système.
Voilà ma matrice A. Vous constatez qu'elle est 3 lignes, 3 colonnes, parce que mon système est un troisième ordre. Ma matrice B, voilà, le B, le A, le C, voilà le C. Voilà, pourquoi 1, 0, 0, je reviens à ça, parce que Y ne dépend que de X1. Il ne dépend pas de X2, il ne dépend pas de X3. De même, par exemple, que pour la première. La dérivée première de ma première coordonnée, elle ne dépend que de X2. Et c'est pour ça qu'il y a un 1 ici. 0, il ne dépend pas de X1, il ne dépend pas de X3. La deuxième dérivée X3, elle ne dépend que de la troisième coordonnée. Là, voilà. Le reste, c'est nul. La troisième coordonnée, vous voyez qu'elle dépend de X1, moins 12, moins 7, moins 6. Alors, cette forme qu'on appelle forme campagne, pourquoi forme campagne? C'est la première colonne, elle est nulle, sauf la dernière ligne, et le reste, c'est la matrice identité. 1, 1, on aura toujours des 1, 1. Ça s'appelle la forme campagne. Elle a ses avantages qu'on verra Inch'Allah, dans la troisième séance. La dernière ligne que vous constatez, qui sont ces coefficients-là, ce sont les coefficients, je reviens à mon polynôme caractéristique, voilà, vous constatez, voilà mon polynôme caractéristique, c'est les mêmes coefficients, mais écrits dans le sens inverse, voilà, le moins 12, il est le premier, ici, il est le dernier, 7, mais avec les signes opposés, plus, ici, moins. Faites très attention à cette remarque. La dernière ligne, je répète, la dernière ligne contient les coefficients de mon polynôme caractéristique dans le sens inverse avec les signes opposés. Voilà ma représentation, Y, A, B, C, mais GP, la quatrième question. GP, je vous laisse le soin de faire les calculs, vous allez trouver la même formulation qu'on a eu avec la transformée de Laplace. La fonction de transfert, c'est la matrice C multipliée par l'inverse de PI moins A multipliée par la matrice B. Vous devez trouver cette quantité, je vous recommande vivement de vérifier ce calcul afin de maîtriser ce calcul matriciel. Quelle question? Contrôlabilité. Pour calculer la contrôlabilité, on a dit lors de notre cours que je dois formuler la matrice de contrôlabilité. Puisque n est égal à 3, donc je dois avoir 3 colonnes, B, AB, A au carré B. B, il est donné, hein, voilà, 0, 0, 2. Je fais le produit AB, le voilà, voilà mon A, voilà mon B. Pour avoir le résultat, qu'est-ce que je fais? 0 par 0, ça fait 0. 1 par 0, ça fait 0. 0 par 2, ça fait 0. Voilà le 0. Après, 0 par 0, 0. 0 par 0, 0. 1 par 2, ça fait 2. La dernière ligne, moins 12 par 2, ça fait moins 24. Moins 12 par 0, ça fait 0. Moins 7 par 0, ça fait 0. Il reste le dernier chiffre, moins 6 par 2, ça fait moins 12. Voilà le moins 12. Il me reste à calculer cette dernière colonne. Cette dernière colonne, je remarque la chose suivante. A au carré B égale à A, facteur de AB. Hein, j'ai développé ce carré. Donc, comme j'ai déjà fait le calcul de AB, le voilà. Donc, j'ai pris cette colonne que j'ai multipliée encore une deuxième fois par A. Et ça va, je vous laisse le soin de vérifier, ça me donne ce résultat-là. Donc, je résume tous mes éléments dans une matrice C, B, AB et A au carré B. Au-dessus, tout simplement, elle était là. Voilà, B, AB, hein, cette formulation, et la dernière colonne. Je fais le calcul de ce déterminant. On développe toujours là où il y a le plus de 0, n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne. Je prends par exemple la première ligne. Alors, 0, 0, il me reste uniquement ce 2-là. Si je fais ce calcul, hein, avec le 2 plutôt, ce 2-là, j'aurai donc 0, 2, 2, moins 12, le voilà. Donc, 0, moins 4 par 2, ça fait moins 8, différent de 0. Donc, je peux conclure que mon système est contrôlable. L'observabilité. De la même manière, je vais
d'observabilité, O, la matrice d'observabilité O, c'est ligne par ligne. C, CA, CA au carré. Voilà C, 1, 0, 0. CA, j'ai fait les calculs, voilà CA. Voilà le C, voilà le A. Je fais le produit, j'aurai une ligne. Voilà la ligne CA. Après, je garde cette ligne et je fais le produit avec A une deuxième fois. Ça va me donner la troisième ligne. Et j'ai trouvé que uniquement, elle n'est que la matrice identité dans mon calcul. Hein. Ce n'est pas en général. C'est la matrice identité, donc le déterminant est égal à 1. C'est différent de 0, donc mon système est observable. Donc en résumé, le système que j'ai pris, le modèle de l'équation différentielle troisième ordre, il est stable, il est contrôlable et il est observable. Un exo vraiment très intéressant à voir, c'est comment arriver à une représentation en variable d'état à partir d'un circuit électrique. Voilà un circuit électrique passif, avec des éléments passifs, résistance, kappa, self. Voilà mon excitation d'entrée, voilà mon excitation de sortie. Alors, qu'est-ce que je fais? Dans ces conditions-là, le problème revient toujours, quelles sont ces variables que je dois choisir, x1, x2 et x3. D'abord, le nombre. Je me concentre toujours dans les circuits, combien de kappa et combien de self. J'ai deux capacités et j'ai une self. Donc, j'ai trois variables, x1, x2 et x3. Qui sont ces x1 et x2? Alors, fréquemment, classiquement, comment on fait? On prend toujours une variable comme étant la tension, je dis bien la tension, la différence de potentiel, qui existe au bord de ma kappa. x2, de la même manière, c'est la tension au bord de ma deuxième kappa. Et pour les self, je prends le courant qui est la troisième variable. Contrairement au kappa, pour les self, je prends le courant qui est la troisième variable. Voilà. Donc il reste à dériver. Donc je vais dériver. Puisque ici je peux dériver, le problème revient à dériver x1, x2. x3, je l'ai déjà en forme de dérivation par la suite. Donc x1, je vais dériver ma tension pour éliminer cette intégrale. Elle va me donner le courant I. Voilà, je dérive ces deux quantités. J'aurai donc C1 V dérivée première de V1 égale à I1. Égale, puisque le V1 il est égal à X1, donc je vais le remplacer comme la dérivée première. Voilà, la dérivée première. Donc j'ai déjà eu la dérivée première de ma première coordonnée. Je fais le même travail pour la deuxième. Voilà V C2 égale à 1 sur C2 intégrale 0t. Je dérive, donc, et je fais mon calcul, réduction en calcul, j'aurai la dérivée de ma deuxième coordonnée. La troisième, la dérivée de ma troisième coordonnée, c'est un point I. C'est quoi? Je sais que la tension aux bornes d'une self, c'est L dI sur dt. Donc j'aurai ma dérivée qui est directement la tension aux bornes de ma self divisé par L. Au lieu de multiplier, c'est divisé par L. Donc ça fait x.3. Donc le but est atteint. J'ai la dérivée de ma première coordonnée, j'ai la dérivée de ma deuxième coordonnée et j'ai la dérivée de ma troisième coordonnée. J'applique maintenant la loi des nœuds à ce point-là et à ce point-là. Si je nomme le courant I d'excitation libéré par la d'excitation, I1 qui va traverser la première kappa, I2 qui traverse la deuxième kappa et I3 qui va traverser la self. Alors qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ce courant-là, la somme de ces deux, I1 plus I3, et I3, il est égal à quoi? Il est égal à I2, il a fait un dispatching entre le courant qui a traversé C et celui qui a traversé la résistance de sortie. Voilà, ça c'est la loi des nœuds. J'interprète chaque élément, je vais le calculer d'une autre façon. Le courant I c'est quoi? Si je prends la loi de Kirchhoff pour cette maille, j'aurai U moins la tension X1, puisque ça c'est la tension, divisé par R1. Donc j'aurai mon courant I. Le courant I1, je l'ai eu. Voilà. Le courant I1, il est C1 X.1. Voilà.
X3 de la même manière. X3, le voilà. X3, il est I3. I3, c'est X3. I3, c'est X3. Je répète. I2, de la même manière, de la deuxième ligne. Et la dernière, I4. I4, c'est quoi? Puisque ce point-là, il a la même tension, il est à la même tension qu'X2. Donc, X2 divisé par mon R2, cette résistance de sortie. Je résume tout ça, toutes ces égalités dans mes équations. Je tire ma dérivée de la première coordonnée, la dérivée de ma deuxième coordonnée, la dérivée de ma troisième coordonnée et ma sortie. Y égale à X2. La tension à ce niveau-là, c'est la même tension qu'à ce niveau-là, ils sont en parallèle. Donc, j'en déduis ma matrice A, la voilà, ma matrice B et ma matrice C. Voilà, avec ça, je suis arrivé à mes fins pour faire un calcul de deux choses. J'ai pris une équation différentielle que j'ai mis une représentation en variable d'état et que j'ai analysée. J'ai pris un circuit que j'ai arrivé à une représentation en variable d'état. Merci de votre attention et on verra dans la deuxième séance comment on passe d'une fonction transfert à une représentation en variable d'état d'une part, et deuxièmement, quelles sont les représentations de variables d'état, ce qu'on appelle canoniques, c'est-à-dire très recherchées. Merci de votre attention.